On est dans un contexte difficile. La ministre et son équipe en sont conscientes. C'est pourquoi on a dû écouter le programme, d'autant qu'elle va participer dans un instant à un conseil des ministres spécial. Conseil des ministres spécial, puisque nous vivons dans un contexte difficile et toutes les autorités sont mobilisées pour essayer de corriger la situation sécuritaire. Donc le pays doit continuer à vivre. C'est vrai qu'on vit des situations extrêmement difficiles sur le plan sécuritaire. Le gouvernement et la police nationale, toutes les autorités sont mobilisées pour pouvoir trouver des solutions au plus vite à ce problème. Dans le contexte actuel, ce que nous souhaiterions, les cadres du ministère et moi-même, c'est de discuter dans cette salle fermée. Les enjeux, nous les connaissons déjà, les challenges, nous les connaissons déjà, et surtout, par les questions, les éléments de réponse, voir comment nous pouvons aborder les prochaines années. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous définir comme peuple libre. Et nous devons aussi nous définir par rapport à la violence, par rapport à l'humanité. Et ce sont de grands enjeux qui dépassent même les simples réflexions. Moi, je me pose la question, est-ce que nous avons raté définitivement certaines échéances? Moi, je dirais non. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a des vies, des cerveaux, on peut toujours travailler. Donc, c'est dans ce contexte qu'on est là aujourd'hui, que vous connaissez tous, que je n'ai pas besoin de reprendre. Chacun à sa manière a une idée de la situation. Chacun appréhende les situations d'une certaine manière. Donc, je voulais m'asseoir avec tout le monde, la presse, que je remercie d'être là, le secteur touristique qui est là, les cadres du ministère juridique, la promotion, les autres cadres, la formation, qui participent tous dans le développement du secteur. Je les remercie déjà d'être là ce matin. Ce n'est pas facile. Je remercie le ministre de l'Environnement. Nous avons dû modifier notre agenda pour ne pas trop vous retenir d'une part et vous permettre le plus que possible de participer. Nous n'aurons pas les solutions tout de suite après cette causerie, mais nous aurons des pistes sur lesquelles nous pouvons tous travailler. C'est un travail commun qui a été fait avec les cadres qui se sont déployés rapidement pour pouvoir vous faire des présentations et j'espère que vous allez apprécier. Et vos questions nous montreront votre intérêt par rapport au secteur touristique. Cette crise nous donne l'opportunité de réfléchir sur le secteur du tourisme, un secteur extrêmement important qui a été durement frappé par la crise du Covid-19. Qu'on va essayer, nous autres, ici, de profiter des opportunités de réflexion que nous donne cette crise pour essayer de faire un grand bond en avant. Ce secteur-là qui est très affecté, comme on dit, c'est un secteur en même temps qui a une importance considérable à travers le monde. Déjà en 2019, OMT, dans ses statistiques, a dit qu'il y a 1,5 milliard de touristes qui voyagent à travers le monde. Et ces 1,5 milliard de touristes ont généré chaque jour 4 milliards de dollars américains. Et ça a créé un emploi sur 10, c'est-à-dire sur chaque 10 personnes qui travaillent à travers le monde, il y a un qui travaille dans le secteur du tourisme. Donc c'est un secteur extrêmement important. Et d'autant plus, cette importance a pris un relief particulier dans la Caraïbe. La Caraïbe, qui est une région fondamentalement touristique depuis les années 70-80. L'économie touristique a supplanté l'économie des grandes plantations agricoles dans la Caraïbe, où les resorts remplacent les plantations de cacao, de bananes, entre autres. Et nous autres, en Haïti, depuis 1950, le secteur ne cesse de contribuer à notre économie. Et ce secteur contribue à la création d'emplois. En Haïti, selon certaines statistiques,
On dit que sur chaque 10 personnes qui travaillent, c'est à peu près la même statistique au niveau mondial, il y a un qui travaille dans le secteur du tourisme. Ça a généré de la création de richesses. Le tourisme contribue, selon les statistiques de WTTC, à 4,2% du PIB en Haïti. Et ça a généré aussi des rentrées de devises qui aident à équilibrer, qui participent à l'équilibre de la balance des paiements. Donc le tourisme, pour nous, c'est un secteur extrêmement important, un secteur qu'on doit réfléchir, et c'est l'importance de cette causerie et cette invitation-là à discuter sur la façon dont on doit procéder, sur les stratégies dont on doit mettre en place pour profiter encore plus des opportunités que nous offre ce secteur dans la Caraïbe et particulièrement en Haïti en ce qui nous concerne. Pour faire suite à tout ce qui a été dit, et en particulier sur ce point, parce que je parle d'écotourisme rapidement, moi je tenterai de suggérer qu'on ajoute ce pilier, qu'il en soit un septième. Parce que le tourisme domestique ne signifie pas qu'on accorde toute l'importance et l'attention qu'il faut à l'écotourisme. Et là, on sait que le tourisme, c'est un secteur, une industrie extrêmement importante. Et généralement, on met de l'avant tout ce que ce secteur peut apporter sur le plan économique. Mais quand on parle de l'écotourisme, on entre effectivement de ce qu'on appelle le tourisme durable. Et à ce moment-là, il faut compléter le volet économique par tout ce qui est du social, par tout ce qui est de l'environnemental. Donc le comportement même du tourisme sur un site touristique. Et comment cette relation s'établit avec la population d'accueil. Et comment les ressources locales sont mises en valeur. Donc, l'écotourisme, ou du moins le tourisme durable, même à différents niveaux, quel que soit le site considéré, s'adresse d'abord au comportement du tourisme sur un site touristique et dans une démarche de protection de l'environnement, de protection des valeurs locales et d'intégration à ce qui se passe au niveau des communautés dans lesquelles le touriste s'insère et profite des avantages du milieu. Et comme on le sait, il y a pas mal de sites en Haïti qui offrent des services écotouristiques parce que ça n'a pas commencé hier, mais plutôt il faut remonter très tôt dans le temps et fin des années 70-80 déjà pour retrouver la trace de l'écotourisme en Haïti. Et il y a des acteurs qui étaient là actifs, même si aujourd'hui certains d'entre eux ne sont pas présents, mais il y a d'autres qui ont émergé et qui offrent. Par exemple, on peut parler de RENAPORT, qui est le réseau national du tourisme solidaire, et d'autres acteurs qui offrent des services écotouristiques, des services de tourisme vert, des services de tourisme responsable et tout ça, ou des tourismes éco-montagnes. Par exemple, si vous prenez le site de Valu qui offre des services dans ce sens-là, des services de proximité, du tourisme avec la communauté et qui fait en sorte que ce tourisme entre dans un cadre de développement local. Et aujourd'hui, à côté des routes qui existent, parce qu'on parle de la route de l'eau, on parle de la route du café, du cacao et autres, mais il faut également parler de la route de la montagne. Vous le savez, on est un pays aux 3/4 montagneux et il y a tout un ensemble de dispositifs présents dans cet espace-là, ne serait-ce que par exemple le système de fortification. Imaginez que vous faites promener le tourisme à travers les montagnes pour découvrir l'histoire d'Haïti. Vous voyez, à travers les forts qui ont été érigés un peu partout dans les montagnes et qui sont, la plupart d'entre elles, qui sont aujourd'hui en ruine, à l'exception par exemple de la citadelle ou du moins de Fort-Jacques. Et donc, à ce moment-là, ça inciterait les gens non seulement à découvrir, mais également à mieux protéger ce patrimoine bâti d'Haïti qui représente une partie de notre réalité, de notre identité.
Donc le tourisme est aussi là, ce n'est pas seulement une question d'argent, mais c'est aussi pour préserver cette identité, pour protéger les valeurs haïtiennes et faire en sorte que l'haïtien se reconnaisse à travers son pays et travaille pour la protection et le développement de ce pays. Donc il faut faire du tourisme un vecteur de ces éléments-là, un accompagnateur, un générateur et de ferment culturel d'identité et qui aide à l'haïtien à se reconnaître, qui aide l'haïtien à se reconnaître dans son pays et à travailler à la protection et au développement de ce pays. L'écotourisme, c'est tout ça. C'est également la nature. La nature à travers la flore, à travers la faune, à travers tout ce qui existe qu'il faut protéger, à travers la biodiversité, parce que comme vous le savez, la biodiversité a un rôle, une importance majeure dans la vie. Et on retrace des éléments qui impliquent le fait que l'homme agresse l'environnement et détruit l'habitat naturel des animaux, eh bien, on devient plus proche. Et à travers ce qu'on appelle cette maladie-là, la zoonose, eh bien, c'est la transmission de maladies à l'homme, voyez, et on est beaucoup plus fragile. Donc aujourd'hui, la promotion, la sensibilisation, c'est effectivement avoir un autre comportement. Et il faut en sorte, comme on le dit ici, faire intéresser, encourager l'haïtien à découvrir son pays, son patrimoine, et à faire en sorte que l'argent circule à l'intérieur du pays, mais également les relations entre les gens. Parce que, comme vous le savez, on est un pays à une identité double. Vous voyez, donc c'est toujours cette bivalence, milieu rural, milieu urbain, et créole, français, ceci, cela. Il faut construire un pays. Et l'écotourisme, c'est le pont qui peut être jeté entre ces différents mondes et faire en sorte qu'on ait un monde. À partir des années 80, et on a vu la mise en place, 79, on a vu la mise en place de l'ISPAN, et l'ISPAN avec M. Mangonez, et qui donne un service finalement, lequel service, c'est le service finalement de la prise en charge et de nos sites et culturels, notamment tangibles et naturels dans la mesure où il y a une convention, c'est la convention de 1972, laquelle convention, c'est une convention mixte qui couvre l'aspect, bien entendu, culturel, c'est-à-dire l'œuvre de l'homme, bien entendu de la femme également, et aujourd'hui, il faut le préciser, et en même temps de la nature. Raison pour laquelle notre citadelle et le PNH, c'est-à-dire Parc national historique, qui est censé inscrit sur la liste du patrimoine culturel et naturel de l'UNESCO en 1980, est inscrit, bien entendu, sur cette liste à partir, d'une part, de sa qualité en termes d'œuvres exceptionnelles, et bien entendu, mais construit par des anciens esclaves, et notamment sur le site naturel qui est Bounet à l'évêque, qui est un site assez exceptionnel. Vous remarquez la forme de la citadelle, vous-même qui êtes dans le tourisme, quand vous regardez une photo panoramique de cette œuvre, et que justement ça prend la forme du terrain, de l'espace et topographique. Donc c'est justement sur le critère, ou deux critères plutôt, critère et 4 et critère 6, et que cette œuvre, qui est notre œuvre finalement emblématique, qui nous représente, qui est notre symbole, et que c'est cette œuvre-là qui est inscrite sur la liste du patrimoine et culturel matériel de l'UNESCO, et en 1980, et travail assez important réalisé par nos prédécesseurs, c'est-à-dire par exemple M. Mangonez et sa belle équipe qui l'a accompagné dans le temps. Et que cette œuvre-là, remarquez que c'est un travail technique qui a été fait et que nous en bénéficions aujourd'hui, et nous sommes bien entendu fiers. Le tourisme en bénéficie, bien entendu. Vous remarquez ça, c'est même la banque, et si on regarde bien dans le logo de la Unibank, même si on demande par exemple un relevé de compte, et notamment pour aller à l'ambassade, il y a le logo de la citadelle en dessous. Ça veut dire que c'est une appropriation assez importante à tous les niveaux, culturels, commercial, etc. Et le tourisme en profite, le tourisme en général, et le ministère du tourisme en général, et en profite, raison pour laquelle il y a des travaux qui sont en train d'être menés, notamment, il y a quelqu'un qui vient de parler tout à l'heure du programme PASS, c'est ça? Et ponctuellement, il y a ce programme qui est en train d'être exécuté, financé par la Banque mondiale, et justement parce que c'est une œuvre à protéger, à sauvegarder,
et à faire en sorte que finalement, là, de génération en génération, on bénéficie, on transmet ce sentiment de fierté. Bon, et donc il n'y a pas que ce site du PNH, c'est-à-dire Parc National Historique, et il y a notre espace est fortifié, et c'est le seul endroit d'ailleurs assez exceptionnel par rapport à l'histoire de la région Caraïbes, et où on a autant d'espace et autant de lieux et fortifiés sur l'ordre, bien entendu, de Dessalines à partir du 104 avril du 104, cette décision a été prise et que les différents généraux responsables à l'époque ont tout simplement exécuté cet ordre de M. Dessalines à l'époque. Et en ce sens, la citadelle a été bien entendu construite dans cette perspective-là. Et donc, quand on en vient de parler du Sud, et moi-même, j'ai un chantier, par exemple, dans le Sud, notamment le Fort Olivier et Fort Saint-Louis, et c'est des sites assez exceptionnels, et nous parlons d'exceptionnels tout à l'heure. Maintenant, bien entendu, tout à l'heure, on ne va plus parler d'exceptionnels quand on fait la traversée vers le PCI, c'est-à-dire le patrimoine culturel immatériel.